merci d'être là. Donc, je vous ai demandé si vous acceptiez de parler du rapport des séries, dont tout le monde sait qu'il est important, à votre pratique d'homme politique. Parce que vous avez souvent parlé des séries que vous aimez, tout le monde sait que si on veut vous faire plaisir, on met The West Wing, mais là, c'est un petit peu différent. Vous êtes un homme politique, dans votre taf, au quotidien, comme dans The West Wing. À quel moment ça a pu vous aider qu'une série vous passe à travers l'esprit, et ça a pu vous dire, oh non, surtout, je ne vais pas faire comme ça, ou au contraire, il y a peut-être quelque chose à puiser là-dedans. Donc, vous avez choisi 4 extraits. Est-ce que vous voulez qu'on parte des extraits pour parler plus concrètement, ou une introduction? Peut-être un petit mot, Oui. d'abord pour vous remercier de m'avoir invité, dans cette très belle bibliothèque. Hein, je pense qu'il faut que... Alors, vous le voyez parce que vous êtes là, mais enfin, dans l'hypothèse où des gens nous écouteraient ou regarderaient la vidéo issue de cet échange, il manquerait à la fois la beauté, la singularité, le confort, la lumière, enfin bref, tout ce qui fait que cette bibliothèque est vraiment unique et qu'elle est au Havre et nulle part ailleurs. Voilà. Alors, ensuite, pourquoi en fait, dans la question que vous posez, il y a une question qui est très générale et une question qui est plus spécifique. La question qui est très générale, c'est qu'est-ce qui permet à un responsable politique, en vérité à n'importe quelle personne en situation d'avoir à prendre des décisions, mais enfin, votre question porte sur le responsable politique, qu'est-ce qui vient dans sa cosmogonie personnelle, dans son univers mental, dans son expérience, qu'est-ce qui lui permet d'avoir des repères quand il prend une décision? Et la vérité, c'est tout. C'est les livres qu'il a lus, c'est l'expérience qu'il a pu accumuler en tant qu'expérience d'homme ou de femme vécue, c'est les films qu'il a pu voir et qui, au fond, lui ouvrent des mondes nouveaux, des situations nouvelles, des expériences. Et c'est évidemment les séries. Et d'une certaine façon, je place les séries, et c'est quelqu'un qui aime profondément la littérature qui vous dit ça, je place les séries au même rang que je peux placer des romans, et parfois, le cas échéant, des livres d'histoire, qui vous font accéder, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont formidables, à des univers que vous ne connaissez pas, et à des expériences que d'une certaine façon, vous partagez grâce... Et donc, les séries, parce que souvent elles sont bien faites, peuvent être une de ces couches de sédimentation progressive dans lequel vous allez puiser un peu de votre expérience. C'est l'expérience vécue par les autres qui devient un peu votre expérience. Exactement comme la littérature vous permet, ou comme les livres, vous permettent d'accéder à des connaissances qui ne sont pas nécessairement, ou à des expériences qui ne sont pas nécessairement celles que vous vivez, mais celles avec lesquelles vous entrez en contact grâce d'une certaine façon à la culture, pris dans un sens un peu général, et sans doute imprécis. Et les séries, parce qu'elles sont parfois très bien travaillées, qu'elles parlent de politique ou d'autres sujets, peuvent constituer une de ces couches. Et j'ai eu l'occasion de dire qu'il arrive parfois qu'on se trouve dans la vie politique, dans la vie en général, mais dans la vie politique, dans des situations où, sans même que vous ne vous posiez la question, j'ai jamais abordé un sujet qui se posait à moi dans la vie politique en disant « Tiens, comment est-ce qu'ils régleraient ça dans Game of Thrones ?» Certainement pas. Parce qu'ils ont une façon de régler les problèmes qui est un petit peu plus directive que... ou dans West Wing. C'est évidemment pas comme ça que les choses se passent. En revanche, ce qui peut arriver, c'est que confronté à un sujet, vous ayez soit un flash, soit un réflexe qui peut être aussi bien issu d'une ténébreuse affaire si vous vous plongez dans la littérature du 19e que dans West Wing si vous vous plongez dans les séries du début du 21e. Et ça compte. Et j'ai comme ça, quasiment en un instant, mis Balzac sur le même plan que Aaron Sorkin. Il y en a qui vont être agacés. Je ne pense pas, en tout cas pas les gens qui sont ici, parce qu'ils sont curieux des séries, mais les séries rentrent de plus en plus dans le monde de la culture. Les bonnes, bonnes séries. Oui, non, bien sûr.
Donc voilà, donc pour moi, ça fait partie des sources et des couches de sédimentation qui comptent. Et donc, vous avez vu, commençons par ça peut-être, vous avez vu des séries depuis quand? Quand est-ce que vous êtes vraiment mis aux séries? J'ai commencé par Alexandre Dumas, Oui. qui a inventé la série, je crois qu'il faut le dire. Alors pas à l'image, parce qu'il était un peu gêné par le progrès technique à l'époque, mais quand même, ça aurait pu. Et puis, non, j'ai commencé à regarder. D'abord, vous qui êtes une spécialiste des séries, vous pouvez sans doute dater le deuxième âge des séries. C'est-à-dire, quand j'étais petit, je regardais beaucoup de feuilletons, Oui. où les épisodes se succédaient aux épisodes, mais où il n'y avait pas véritablement une progression. D'ailleurs, voilà. Et puis il y a eu un moment, alors en fait ça existe depuis longtemps, mais il y a eu un moment où presque toutes les séries ont arrêté de faire des feuilletons qui étaient au fond regardables l'une avant l'autre ou l'autre avant l'un, et puis ont mis cette espèce de progression, d'enchevêtrement, de chronologie qui avance et d'histoire qui se raconte à travers des épisodes. Et ça me paraît être un peu peut-être pas le deuxième âge, mais enfin en tout cas c'est la caractéristique des séries d'aujourd'hui. Elles sont au fond des œuvres progressives. Je me souviens que la première série qui m'avait vachement impressionné, et où je m'étais dit qu'en fait les feuilletons qu'on voyait pouvaient devenir quelque chose d'un peu plus sérieux que des feuilletons et devenaient une œuvre, c'était une série que j'ai regardée quand j'étais pas très vieux, qui s'appelait Colorado. Je crois que ça s'appelait comme ça. Alors je suis le seul à l'avoir vue, d'accord ? Allez-y, vous n'aurez pas de moche. contradicteur. Non, mais je crois bien que ça s'appelait Colorado. Mais si ça s'appelle pas Colorado, je vais vous la raconter puis vous allez la retrouver. Mais je suis surpris que Vinci ne connaisse pas ça. Ouais, bon, maintenant, il fait que de la musique. Donc, non, c'était cette histoire de trappeur. En fait, c'était l'histoire sur presque plusieurs générations, qui commençait au moment des trappeurs qui échangeaient les fourrures dans l'Amérique du Nord, au nord des États-Unis, au sud du Canada, et leur avancée dans le continent et leur intégration dans les peuples premiers, dans les Premières Nations, comme on dit au Canada, et puis ensuite l'installation de leurs enfants, puis de leurs petits-enfants. Puis voilà. Et c'était pas vraiment un western, et c'était un feuilleton qui, je ne sais plus, allait sur 12 épisodes, une série, avec un acteur que j'aimais bien, qui jouait quasiment exclusivement dans des feuilletons, qui s'appelait Robert Conrad, si je me souviens bien. Vous savez, Papy Boyington. Et voilà, je dis Papy Boyington, tout le monde le connaît. Et ben, il s'appelait dans cette série... merde, comment il s'appelait ? Le héros de son personnage, ça devait être... c'est un nom français, parce que... Parce que quelqu'un est sur son Internet. Fastinel, non. Pasquinel. Voilà, Sauvé. C'est pas très loin, quand même. Pasquinel, ouais, c'est ça. Bon, bref, ben voilà, c'est la première fois que j'ai vu une série sur des épisodes qui progressaient, et dont je me suis dit que, en fait, on pouvait la prendre au sérieux. Alors, c'est peut-être parce que j'étais petit, que je ne connaissais rien à cette période, mais c'était pas du même ordre que les autres feuilletons. C'était pas Starsky et Hutch, que j'aimais bien par ailleurs. Mais où là, on voyait bien que c'était au fond toujours la même chose, et en même temps qu'il n'y avait pas de progression. Voilà. Et puis ensuite, pendant longtemps, j'en ai pas regardé. Et puis ça a recommencé au moment de la digitalisation, au moment où j'ai pu accéder à des séries grâce au CD et à l'ordinateur. Et donc, j'ai commencé à regarder beaucoup de séries à partir du début des années 2000. Alors, quand je dis beaucoup, c'est probablement beaucoup plus que quelques personnes et beaucoup moins que certaines autres. Hein. Oui. Et que là, moi, j'ai eu cette espèce de coup de foudre qui dure depuis 20 ans avec West Wing. Et puis ensuite, il y a le moment que chacun connaît, c'est laquelle on attaque. C'est très difficile de savoir, bon, on est sorti de la 7e saison de West Wing, alors maintenant, qu'est-ce qu'on regarde ? Parce que tout vous paraît fade. Et donc, on échange entre amis. Qu'est-ce que tu regardes, toi, en ce moment ? Moi, je regarde ça très, très bien. Ah bon, sur quoi ? Ah merde, j'ai pas Apple TV. Et donc, il y a cette espèce de choix, et voilà. Et je trouve que je suis très impressionné maintenant par la très grande diversité d'angles, de niveaux de traitement des séries. Une des dernières que j'ai vues, celle que je suis en train de regarder en ce moment, qui est
que je trouve étonnante parce qu'elle est en plein dans des sujets qui sont incroyablement d'actualité, c'est The Morning Show. Oui. Alors franchement, je ne savais pas ce que je regardais quand je me suis lancé. Quelqu'un m'a dit c'est bien, tu vas regarder. Bon, je regarde. Et je trouve que la façon de traiter la question du rapport sur les lieux de travail entre les hommes et les femmes est assez remarquable. La première saison est assez remarquable. À la fois grand public et en même temps très, très dérangeante, sans passer du mauvais côté de la... Je trouve que c'est très très bien fait, avec une certaine forme de liberté de ton et d'ambiguïté. Il y a dans The Morning Show un moment, ça se passe sur, je ne sais pas si vous la connaissez, ça se passe dans une émission de télé qui est la grande émission de télé sur un des networks américains. Et la série commence quand on sait que un des présentateurs, il y a un homme et une femme, est accusé d'avoir eu un comportement inapproprié avec des femmes. Et donc d'être... voilà. Et tout explose à partir de là. Et il y a une scène que je trouve remarquablement bien faite, où le présentateur n'accepte pas l'idée qu'il ait pu être un prédateur sexuel, il considère simplement qu'il a eu des rapports consentis avec des femmes qui étaient dans son entourage, et qu'il est donc victime d'une forme de chasse aux sorcières, qu'il est victime de l'époque, on va dire. Et il va voir un de ses amis, qui est producteur de TV, qui a eu aussi à subir ça. Et il commence à lui dire, on va essayer de faire un documentaire pour montrer que... Et en parlant avec lui, il se rend compte que le type en face de lui est un prédateur. Il a véritablement eu, même à ses yeux de présentateur, alors lui, il pense qu'il est dans une forme de normalité, un comportement qui lui paraît extrêmement choquant. Et c'est assez rare d'avoir des explications et des mises en perspective de ce que nous vivons en ce moment, oui. Avec ces degrés de nuance qui ne jugent pas, mais qui mettent des teintes de gris plus ou moins foncées. Je trouve que c'est très bien fait. Oui, il y a depuis... Un rapport très fort au réel, en tout cas. C'est ça. Et doublé par le fait qu'en plus, l'actualité réelle est traitée 1 an ou 1 an et demi après. C'est-à-dire qu'on parle de la pandémie, donc il y a à la fois un thème très, très contemporain, très actuel, très discuté, et qui n'a pas fini d'être très discuté, à juste titre d'ailleurs, et en même temps un regard sur l'actualité telle qu'elle est traitée par les médias. Donc c'est vraiment pas mal. Oui, mais depuis 20 ans, il y a une amélioration du niveau moyen avec justement ce rapport au réel. C'est-à-dire... Dans ce domaine. Oui, pardon, oui, c'est vrai. Parce que dans d'autres domaines... Oui, je parlais de ça, c'est vrai. Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus un ancrage dans un documentaire très réel. C'est-à-dire que les scénaristes, quand ils écrivent, même quand ils écrivent des fictions un peu barrées, se renseignent, travaillent, ont une documentation. C'est quelque chose qui était beaucoup moins fréquent au XXe siècle. Donc ça, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup et qui fait que, du coup, on rentre dans le milieu de travail des autres. Ça, c'est un gain formidable dans les séries, mais qu'elles soient américaines ou françaises, surtout américaines. J'ai vu une série totalement barrée, mais très bien travaillée, comme vous le dites. Je vais dans votre sens. Oui. Je trouve très bien travaillée, qui s'appelle Il Miracolo. Vous avez vu ça? Oui. Il Miracolo, c'est italien. C'est un truc curieux. On tombe sur une petite statue de la Vierge qui fait à peu près cette taille et qui pleure des larmes de sang. Qu'est-ce qui se passe? C'est assez extraordinaire. Alors, ça a été fait par Niccolo Amaniti, qui depuis a fait la série Anna, dont on a passé un épisode justement au studio. On avait rencontré Niccolo Amaniti, il est un homme charmant, c'est un neurobiologiste au départ, et là, ensuite il est passé à l'écriture de romans, et il a écrit Anna en 2015. Et Anna décrit un virus qui passe par la voie aérienne et qui attaque et tue tous les adultes. Ne reste plus que les enfants. Donc, bien sûr, vous avez des souvenirs de Sa Majesté des Mouches qui vous reviennent. Et sur le principe, il était d'accord pour venir, parce que vraiment, on avait trouvé que c'était une audace, une très grande audace, une très grande qualité esthétique dans la série, mais il tourne. Et ça, on ne peut rien dire à un réalisateur qui tourne. Mais on voulait vraiment, parce que, oui, c'est ce pouvoir de transgression, il me semble, et on a eu déjà, il y a 2 ans, une discussion ici, il me semble qu'il est plus fort en moyenne dans les séries que dans le cinéma en ce moment. C'est-à-dire que les séries, depuis 10-15 ans,
elles grattent là où ça fait mal. Et elles vont plus loin, et le fait qu'elles sont produites différemment du cinéma fait aussi que, parfois, elles arrivent à montrer des choses qui ne sont pas le quotidien du cinéma. Et donc ça nous a beaucoup intéressés il y a 2 ans, et on avait eu un consensus autour de cette question-là, donc ça va dans votre sens, c'est sûr. Est-ce que vous voulez qu'on regarde un contre-exemple ? Oui. Alors, je propose qu'on commence par ce qui ne vous inspire pas, à savoir House of Cards. Jesus. Did you get a good look? Blue Toyota Camry, it's all I saw. It's the Hortons, dog. It's not gonna make it. Go see if they're home. It's okay. There are 2 kinds of pain. Sort of pain that makes you strong, or useless pain. Sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things. Moments like this require someone who will act. Who will do the unpleasant thing, the necessary thing. There. No more pain. It was a hit and run. I'm awfully sorry. Must have jumped over the fence again. Look, Steve is going to file a report on the car, and he'll put his people on it. We'll track them down. Stunning. Shall we? Oh, President-elect Garrett Walker. Do I like him? No. Do I believe in him? That's beside the point. Any politician that gets 70 million votes has tapped into something larger than himself, larger than even me, as much as I hate to admit it. Look at that winning smile, those trusting eyes. I latched onto him early on and made myself vital. After 22 years in Congress, I can smell which way the wind is blowing. Oh, Jim Matthews, his right honorable vice president, former governor of Pennsylvania. He did his duty in delivering the Keystone State, bless his heart, and now they're about to put him out to pasture. But he looks happy enough, doesn't he? For some, it's simply the size of the chair. Ooh. Linda Vasquez, Walker's chief of staff. I got her hired. She's a woman, check, and a Latina, check, but more important than that, she's as tough as a $2 steak. Check, check, check. When it comes to the White House, you not only need the keys in your back pocket, you need the gatekeeper. As for me, I'm just the lowly House Majority Whip. I keep things moving in a Congress choked by pettiness and lassitude. My job is to clear the pipes and keep the sludge moving. But I won't have to be a plumber much longer. I've done my time. I've backed the right man. Give and take. Welcome to Washington. C'est une très bonne série, hein, évidemment. Et d'abord, moi, j'avais vu l'anglaise, qui était, je ne sais pas si elle était meilleure, mais le fait d'avoir un type qui parle directement aux téléspectateurs était, dans le cas de la série anglaise, incroyablement innovant et saisissant. Voilà. Quand on a déjà vu l'anglaise et qu'on voit l'américaine, on reste impressionné, mais j'allais dire l'élément différenciant dans le traitement est moins surprenant. Mais surtout, l'anglaise était, je trouve, plus fine dans la ligne qu'elle arrivait à dessiner entre le cynisme et la réalité. Et il est assez clair que le monde politique est un monde dans lequel il peut y avoir une forme de cynisme. Si, je vous assure. Ne soyez pas surpris. Et la forme peut même être extrêmement prononcée. Mais ce que je n'ai jamais, au fond, accepté, ou ce qui me fait que je n'accroche pas avec House of Cards, c'est que le cynisme est doublé
en réalité, de trucs qui sont totalement pas crédibles. Ce qui fait qu'on a à la fois la vision la plus cynique qu'on puisse avoir du monde politique dans une série, enfin je pense qu'on n'ira pas au-delà de House of Cards, mais qu'elle s'incarne dans une série où, au fond, il n'y a aucune bonne finalité dans ceux qui sont décrits. Il n'y a aucune espèce de bonne finalité, et ils font des choses que dans aucun système on ne ferait. Et donc, en réalité, vous avez quelque chose qui prétend décrire la réalité en adoptant le ton du cynisme et de la cuisine, et qui n'est absolument pas révélateur de la réalité du monde politique. Et ça m'attriste parce que j'aime bien la série, mais ça m'attriste parce que elle loupe d'une certaine façon, à mon sens, un peu son propos. Ce que je veux dire, encore une fois, c'est que ce n'est pas le cynisme qui me dérange, ni dans la réalité, ni dans la série. C'est que dans le monde politique, c'est pas certains sont bons et sont des âmes pures, et d'autres sont d'abominables cyniques. Ce serait trop facile si c'était ça. Ce qui est extraordinaire dans le monde politique, ou terrible, je ne sais pas comment il faut le dire, c'est que les cyniques ont des motivations qui sont bonnes. Et les âmes pures sont cyniques. Et si vous ne décrivez qu'une des deux parties, bah, vous ratez, je crois, le rapport à la réalité que vous évoquiez tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise série, mais ça veut dire qu'elle rate, je trouve, quelque chose d'intéressant sur le rapport à la réalité. Et c'est vraiment toujours ça qui m'a gêné dans House of Cards. Même si je trouve que l'esthétique est magnifique, d'une froideur extraordinaire, mais glaçante même. C'est évidemment très bien fait. Mais je trouve qu'ils ratent quelque chose qui est constitutif de la réalité, ou ils veulent rater quelque chose qui est constitutif de la réalité. Un type qui pousse quelqu'un dans le métro, ce que fait le personnage, ce que fait le personnage président dans la série. Voilà, voilà. Mais déjà le chien, c'était pas mal. La scène du chien est remarquable. Non, mais elle pose le. Je veux dire, en quelques minutes, il pose un nombre de choses. Techniquement, c'est tout à fait admirable comme exposition. Et pardon, je fais le lien avec la littérature. Pourquoi je dis qu'Alexandre Dumas avait la même capacité à écrire des séries? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de romanciers. Franchement, regardez, quand vous lisez un roman, les gens qui arrivent en finalement assez peu de temps à vous poser le paysage, le style, les personnages. Dumas fait ça remarquablement. Le seul meilleur que je connaisse, encore meilleur que Dumas, pour poser en une touche les personnages, les caractères, c'est Albert Londres. Quand vous lisez les bouquins d'Albert Londres, en 50 lignes, vous avez l'impression que vous connaissez l'époque, les personnages, c'est incroyable. Et ça, techniquement, c'est très impressionnant. Ce qui est vraiment très intéressant dans ce que vous dites, c'est que ce n'est pas le cynisme qui vous rebute, mais que c'est la façon de le présenter. Et probablement y a-t-il une différence énorme dans la narration, le système de narration entre House of Cards et, par exemple, on verra un extrait de Game of Thrones dans laquelle il y a des cyniques. Hein. Il y en a vraiment à l'appel. On en verra même. Mais effectivement, la question, c'est toujours la même quand on parle de fiction. C'est quelle place on fait au spectateur. Qu'est-ce qu'on lui donne à connaître, à savoir, à partager? Est-ce qu'on lui donne des personnages manichéens, tout bon, tout méchant? Est-ce qu'on donne à penser, comme vous l'avez dit, qu'effectivement, même un personnage de salaud, c'est très intéressant, et ça, c'est les meilleures séries qui avaient à faire ça. Hein, il y a quand même une nécessité narrative dans la littérature, ou dans le cinéma, ou dans les séries, à se dire que les salauds sont des hommes. Parce que si on ne se dit pas ça, on ne pourra jamais lutter contre eux. On a besoin, pour penser à l'action, de se dire que c'est un homme comme un autre. C'est le génie de Chaplin qui joue dans Le Dictateur et le barbier. C'est-à-dire qu'il met physiquement, par le travail corporel, le fait que, oui, on doit pouvoir lutter contre un dictateur. Alors que si vous êtes écrasé par la violence, le cynisme, et que rien ne vous est donné comme échappé, ça donne des problèmes. On a eu une discussion justement hier ou avant-hier sur l'effondrement. Je ne sais pas si vous avez vu cette série. Non ? Alors, l'effondrement, c'est une série extrêmement bien faite, vraiment très bien faite, mais qui vous laisse pantelant.
exsangue. Vous n'avez plus aucun espoir, rien. Si, la bouteille de whisky. Mais c'est vraiment tout, quoi. Et c'est extrêmement bien fait. Et là, par exemple, avec Ginette, on s'était dit, ça ne va pas être une de nos séries phares, parce qu'on a besoin que le spectateur ne sorte pas de ces 3 jours sur le futur en se disant, rien n'est possible. Et ça c'est de la narration. C'est de l'ordre de la narration. Est-ce que vous voulez qu'on passe à une autre série que vous avez dit ce que vous voulez dans Borgen? Alors j'ai fait simple, j'ai pris le début, là aussi. Non, parce que c'est bien, on défend ici l'idée de montrer des extraits, même si ça spoil un peu, mais on ne provoque pas le public non plus, quoi. Donc effectivement, là on est dans le pilote. Le pilote, c'est donc, je rappelle, l'épisode 1 de la saison 1. Et la situation est assez simple. Il y a un débat politique, des élections approchent au Danemark, et Brigitte Nyborg, qui est une candidate, on va dire centriste peut-être, non? Oui, centriste, me dit-on, d'accord. Arrive devant le public. Il y a sur le côté son spin doctor, c'est-à-dire la personne qui travaille avec elle sur la communication, qui travaille donc aussi sur ses textes, bien sûr, sa plume d'une certaine manière, et qui attend qu'elle dise le texte qu'il a écrit. Et il y a eu une espèce de stress juste avant, le sentiment d'une injustice dans une affaire précédente qui n'est pas sur le plateau, qui probablement motive que Birgit fait autre chose que ce qui est prévu. Est-ce qu'on peut le regarder? Stadigvæk pas godt på vores ældre, selvom vi også skal tage hånd om kriminelle indvandrere og flygtninge, der rejser 6.000 kilometer herop. Katrine, så Birgitte Nyborg oplægger det på træerne. Og 3 på der. Tak, Svend Aage Saltum. Den næstsidste i rækken er Birgitte Nyborg fra De Moderate. Ordet er dit. Tak. Ja. Vi er blevet meget professionelle, alle os, der står her. Vi ved, hvad vi bliver spurgt om på forhånd, for det vi aftalt med journalisterne. Vi får meningsmålinger hver time, der fortæller os, hvad rødhårede... Katrine, det er ikke en forberedt tale. Det er rent impro, det hun står og fyrer. Mener om vores politik. Og alt det gør vi, fordi det er så vigtigt at ramme rigtigt. Lige nu står min spindoktor ude i kulissen og korser sig over, at jeg ikke holder mig til min tale. Han er også meget ked af, at jeg ikke har taget det tøj på, som vi har aftalt. Men sagen er, at jeg desværre ikke kan passe det for øjeblikket, fordi jeg er blevet lidt for tyk. 2 fuldfigurer. Lad os lige få en fuldfigur. Jeg skal se kjolen der. Kom 2. Jeg tror, det er stort. Hold fast. At vi er dem, vi er. Du på 2. Jeg tror, vi bliver nødt til at indrømme, når vi tager fejl. Og sige til, når der er noget, vi ikke forstår og ikke ved. Jeg er blevet politiker, fordi jeg engang havde en mening om, hvordan vi skulle indrette verden. Og det har jeg stadigvæk. Jeg mener, at vi er ved at miste det, der får Danmark til at hænge sammen. Jeg mener, i modsætning til Frihedspartiet, at vi allerede lever i et multietnisk samfund, og derfor er det fuldstændig spild af tid at diskutere, hvad vi kan gøre for at undgå det. Jeg mener, det er en myte, at vi alle er lige og har de samme muligheder. I de sidste 7 år er der blevet meget længere mellem de fattigste og de rigeste i Danmark. Og statsministeren vil sikkert sige, at det skal nok gå for enhver sin egen lykkesmed. Men at tro på, at de frie markedskræfter er det bedste middel mod social ulighed, det er altså det samme som at tro, at bilerne selv kan udbedre drivhuseffekten. Det er ikke godt nok. Hvis vi skal skabe et nyt Danmark sammen, så bliver vi nødt til at opfinde en ny måde at tale på, og en ny måde at føre politik på. Det kan godt være, at ord som socialisme og liberalisme, solidaritet er ord, der beskriver verden af i går og ikke verden af i morgen. En moderne verden er mangfoldig, og det må vores demokrati også være. En stemme på De Moderate i morgen er en stemme på et nyt Danmark. Tak. Tak til Nyborg. Hold da. Nyborg, hun er færdig den i aften, hva'? Det er jeres mor. Den kan I fandme godt være stolte af. Tak skal I have. Vi skal også videre. D'abord, il y a ce plaisir extraordinaire de pouvoir un petit peu entendre du danois. Oui. Non, c'est un plaisir rare, honnêtement. Oui, non, je suis d'accord. Mais heureusement, le Nord nous envoie des séries grâce à Arte aussi. Remarquable. Et effectivement, on commence à entendre le suédois, le norvégien,
C'est aussi un des plaisirs. Hein. Mais je ne plaisante pas quand je dis. Non, non, mais plaisir, hein. je suis avec vous. Au début, évidemment, ça faut reconnaître que ça gratte un peu, quoi. Mais on passe très vite et puis on s'y fait. C'est un vrai plaisir. Moi, je trouve que c'est une vraie richesse. Alors, j'ai pas encore vraiment suivi une série hollandaise. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Là peut-être que ce sera un peu dur, parce que c'est dur le hollandais. Alors sinon, Borgen, extraordinaire parce que... alors extraordinaire parce que c'est une très bonne série. West Wing peut vous montrer ce que c'est qu'un système présidentiel et probablement Borgen est la meilleure série pour décrire ce que c'est qu'un système, un régime parlementaire. C'est un régime où la coalition est nécessaire et où tout se passe dans des logiques de coalition et dans des logiques d'équilibre, de compromis politiques pour organiser les majorités. Donc c'est la mécanique de la description des majorités est tout à fait bien faite. Et puis je suis assez certain qu'il y a beaucoup de gens qui ont retrouvé des choses dans cette scène. À la fois dans ce qu'elles peuvent susciter comme aspiration en disant c'est formidable ce qu'elle dit, ou comme déception parce que dans ce qu'elle dit il y a aussi il peut y avoir un très bon constat et finalement une capacité opératoire politique qui est peut-être limitée, on n'en sait rien, mais on est dans le, je vais le dire autrement, la scène dans laquelle un homme politique avait prévu de dire quelque chose et dit autre chose, c'est vu 50 fois. Et c'est pratiqué 50 fois. Je me souviens d'avoir, avec mon camarade Gilles Boyer, avec lequel il nous arrive d'écrire des livres et où on est en train d'écrire une série, cette espèce de running gag où on se disait comment commencer un discours. C'est très simple, vous prenez le papier qu'on vous a préparé, vous dites on m'a préparé un très bon papier, mais aujourd'hui, parce que c'est vous, parce que c'est moi, ça n'est pas ça que je vais vous dire, et puis vous le mettez dans votre poche. Et honnêtement, si vous avez fait beaucoup de réunions politiques, vous l'avez peut-être déjà vu. Parce que c'est vraiment un classique. Bon. Donc ça, c'est pas ça qui est intéressant. Ce que je trouve très intéressant, c'est pas la forme, c'est le fond de ce qui est dit. C'est-à-dire cette espèce de conceptualisation et de définition du refus entre le bipartisme, en tout cas l'alternance, de dépassement des sujets classiques, discours de vérité sur le thème, on n'est pas au niveau où on devrait être et on se réfugie derrière des concepts alors qu'au fond, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Et ça, c'est quelque chose qui, au moment où c'est montré dans la série, irrigue tous les systèmes politiques d'Europe occidentale. C'est pas mal quand même d'arriver à le montrer. C'est-à-dire, les Danois arrivent à montrer ça, alors en plus avec une forme de modernité liée au fait qu'ils sont les premiers à montrer une femme qui devient chef de gouvernement, même s'il y avait déjà eu des chefs de gouvernement en Europe occidentale, pas beaucoup, enfin il y en avait eu, dont certaines avaient beaucoup marqué, ou marqué déjà, mais ils arrivent en très peu de mots à conceptualiser cette espèce de rupture entre la social-démocratie hésitante, le libéralisme confondu. Et ça, je trouve que c'est marrant parce que, au fond, vous auriez pu imaginer le fond du discours de Birgit en Allemagne, en France ou dans d'autres systèmes. Ce qui veut dire que c'est assez bien fait, et que c'est assez révélateur d'une époque. Mais pour que ça arrive à être aussi clair, parce que je suis vraiment de votre avis, c'est extrêmement clair. Alors que moi, je ne connais pas la politique du Danemark, et c'est important de donner à son spectateur la possibilité de rentrer dans le fait que la politique, ça n'est ni tout blanc ni tout noir, c'est ce que vous avez dit, ce n'est pas que le cynisme, ça n'est pas que l'irénisme. Et donc pour ça, il faut avoir l'acceptation d'une complexité. Et vous dites, c'est pas la forme, mais moi je pense que la forme joue beaucoup. Il y a quand même dans ce... quand même, la multiplication des écrans qui font qu'on n'est pas dans la compassion immédiate avec elle. Parce que rares sont les plans dans lesquels on est sur elle dans sa robe. Voilà. Et donc on la voit à travers différents écrans qui sont ceux de la régie, mais qui sont ceux aussi des caméras qui filment. Et il y a une volonté comme ça à chaque fois de mettre un peu à distance, puis de revenir à elle. Pour moi, c'est l'équivalent visuel de ce qu'elle fait
comme coup de force, qui est de dire j'ai grossi. Enfin, excusez-moi, mais c'est une personne humaine qui parle, un sujet qui parle de son quotidien, et du coup, il y a des plans sur les filles, évidemment, qui réagissent, mais je pense que des hommes peuvent aussi réagir à cette question-là. Mais ça, c'est la première étape. Et puis, la force d'Adam Price et de toute l'équipe, c'est de ne pas se la jouer facile avec on vous la filme bien, elle est superbe, petit décolleté, etc., on est avec elle, l'empathie. Non, non, ça nous est donné à gagner. Et ça, c'est assez subtil quand même, je trouve. Et du coup, on est en train de faire un effort intellectuel. Ce n'est pas le même effort intellectuel que dans The West Wing. J'ai averti le public tout à l'heure, avant le premier épisode, qu'il fallait bien prendre en considération une règle de The West Wing pendant 10 minutes, sauf votre cas, monsieur. Si vous avez été dans un cabinet ministériel, vous comprenez tout de suite. Mais si vous ne l'avez pas été, comme la plupart des gens ici, il vous faut un quart d'heure à peu près pour comprendre de quoi ça parle et est-ce qu'il y a une solution possible. Et quand vous êtes à la fin des 42 minutes, il y a une clarté sur le sujet. Vous savez. Et vous savez effectivement ce que c'est, à tel point que je sais que David Kessler, à qui nous allons rendre hommage tout à l'heure, a dit un jour à sa fille qui lui posait une question de constitutionnalité, va voir la saison 3, épisode 24 de The West Wing, parce que c'est bien expliqué. La question là, c'est effectivement que les séries sont riches aussi artistiquement. Et c'est, à mon avis, c'est pour ça que justement vous pouvez retrouver éventuellement la description d'un parti politique qui n'est pas le vôtre, peu importe la série, vous pouvez trouver des choses qui vous intéressent, des mécanismes, comment ça marche. Et c'est vrai dans Borgen, enfin, c'est clair. Et alors vous-même, il vous est arrivé comme ça de faire que votre plume se désespère ? C'est assez régulier que ma plume se désespère. Alors, en général, son désespoir vient du fait que j'ai une certaine capacité à faire des lapsus. Ça, c'est autre chose. Ça. Oui, c'est autre chose. Mais si vous voulez susciter le désespoir de votre plume, vous faites un lapsus. Parce qu'une fois que vous avez fait un lapsus dans un discours, le contenu du discours, quand bien même il serait grandiose, est totalement oublié. Ouais. Non, mais oui, c'est vrai. Vous faites un lapsus, il n'y a que ça qui reste. C'est terminé. Ça dit d'ailleurs... quand bien même avant c'est formidable et après ce serait merveilleux, ça ne m'est jamais arrivé, mais un lapsus et c'est ça qui reste. Donc ça a déjà été une des premières causes de désespoir parce que quand vous êtes fatigué, quand vous êtes bon bref. Et ensuite en fait ça dépend des exercices. Il y a des exercices sur lesquels vous avez vraiment besoin d'un texte et vous devez rester sur votre texte. Et il y a beaucoup d'exercices où il est préférable de ne pas en avoir. Et un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui, je trouve, dans le discours politique, c'est qu'il est quasi exclusivement lu. C'est effrayant. Hein. Au Parlement, les gens lisent leurs textes. Ils lisent leurs questions, puis ensuite ils lisent leurs réponses, et puis ensuite ils lisent leurs discours. Alors, attention, hein, je ne suis pas fait d'un bois différent. Moi, j'ai beaucoup lu mes questions quand j'étais député, et j'ai beaucoup lu de discours. Parce que quand vous avez 3 discours dans la journée et 8 jours dans la semaine, vous ne pouvez pas partir simplement avec votre réflexion sur un sujet. Donc c'est assez normal de devoir lire des discours parfois. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il doit y avoir des moments où vous sortez du discours, où on vous organise tout, où vous organisez tout comme il faut, pour parler. Parce que un des vrais sujets quand même de la vie politique, c'est de parler à ceux qui vous écoutent ou à ceux à qui vous prétendez dire quelque chose. Et il peut arriver, et on le sait tous dans la vie, que quand vous lisez un discours, vous ne parliez pas aux gens. Vous lisez un discours. Et par définition, quand vous lisez un discours, les gens ne vous écoutent pas vraiment de la même façon que quand vous leur parlez. Alors il y a des gens très doués qui arrivent à lire des discours en donnant le sentiment qu'ils parlent. Mais c'est un exercice qui est très difficile. Et souvent, on voit bien la différence entre les quelques qui savent faire ça et le très grand nombre de ceux qui, au fond, sont en train de lire un discours. Alors parfois, ils interrompent la lecture du discours par une anecdote personnelle, ce qui permet de reconnecter avec la salle. Mais les gens qui sont véritablement capables de parler à une salle pendant longtemps, et vraiment de lui parler, indépendamment d'un discours qui serait écrit, sont pas si nombreux. Et je trouve que
moi, dans la parole politique, c'est quelque chose qui maintenant m'intéresse de plus en plus. Comment est-ce qu'on fait pour être dans cette situation de susciter l'écoute simplement parce qu'on parle? Pardon, je vous dis ça, c'est peut-être un peu... Non, c'est très clair. Mais vous parlez là de technique presque. Oui, c'est un peu. Voilà. Mais c'est normal, hein, c'est un métier. On a commencé par le dire. Être politicien, c'est un métier. Vous avez des savoir-faire. Non, mais ça vous permet simplement, le cas échéant, peut-être de dire des choses ensuite sérieuses qui sont entendues. Oui. La technique, c'est comme la technique et le fond sont intimement mêlés. Oui. Si vous n'êtes qu'un... Enfin, voilà, Mais il y a des moments dans lesquels accepter de parler vrai, parce que c'est ça aussi, hein, c'est parler vrai, ce n'est pas que de la technique, c'est un moment de bascule chez un homme ou une femme politique qui dit non, là je dis la vérité. Je vais arrêter de zigzaguer, je vais dire la vérité. Oui. Alors il y a des moments où on peut, puis d'autres où on ne peut pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si, on devrait toujours. Ben non. Dans une famille, vous ne dites pas toujours la vérité. Quand vous êtes avec vos amis, vous ne dites pas toujours sur tous les sujets, tout le temps, la vérité. Il y a des choses que vous préférez ne pas dire. Il y a des choses dont vous savez que ce n'est pas le moment pour les dire. Ça ne veut pas dire que vous ne les pensez pas. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses. Ça ne veut pas dire que vous ne les direz pas. Mais vous savez bien que ce n'est pas maintenant, que ce n'est pas là, que ce n'est pas dans cet endroit-là, que ce n'est pas dans ce moment-là, que ce n'est pas dans ces termes-là. Parce que sinon, ça va faire plus de mal que de bien. Tout le monde sait ça. Enfin, je veux dire, dans les relations amicales, dans les relations familiales, dans les relations amoureuses, tout le monde sait ça. Et ben, c'est un peu vrai pour la politique, parce que la politique, c'est la vie. Donc moi, je ne jette pas une pierre à ceux qui disent, qui parfois, et très souvent, ça m'arrive de ne pas répondre à une question. Soit parce que je n'ai pas envie, soit parce que je considère que la question ne se pose pas, soit parce que je considère que ce n'est pas le moment de la traiter. Et donc, il n'est pas anormal que parfois vous ayez besoin de... Bon. Et puis il y a d'autres moments où il faut dire les choses le plus simplement possible, le plus directement possible. Et tous les moments ne sont pas ceux-là, mais quand cela arrive, là pour le coup il faut y aller. Et donc il faut bien les saisir. Et dans les séries on a ces moments-là, parce que c'est des moments qui sont dramatiques. Et arriver à dire quelque chose bien à un moment qui correspond à une vérité c'est très beau quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Mais ça vous est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Quoi donc? Justement, de parler vrai, y compris de dire que vous ne savez pas. Oui, mais oui. Mais, mais dans des positions difficiles, enfin, des moments difficiles. D'abord, c'est toujours désagréable de dire qu'on ne sait pas. Oui, mais ça peut être grand. Oui, je vais vous dire, j'ai eu 2 fois l'occasion de dire de façon très visible, je ne sais pas, quand j'étais à Matignon. La première, c'était en août 2017. J'ai été interviewé par Bourdin. Et c'était en août, c'était une interview de rentrée. Ça faisait 4 mois que j'étais Premier ministre. Pour plein de raisons, j'avais préparé l'interview, mais il y avait plein de choses qui se passaient à ce moment-là. Je passe, j'arrive le matin, et je dois dire que je ne déteste pas les interviews de Jean-Jacques Bourdin, parce que, contrairement à ce qu'on pense, dès qu'il a le sentiment que vous lui racontez des éléments de langage, il vous interrompt, et c'est assez brutal. Mais quand il a le sentiment que vous lui parlez vraiment, il vous laisse parler. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a tout le temps raison, hein, et ça ne veut pas dire que c'est toujours agréable. Mais au fond, il a cette qualité d'interlocuteur que quand vous lui dites des trucs vraiment, il vous laisse parler. Et dès qu'il a le sentiment que vous êtes en train de réciter quelque chose, paf, il vous interrompt. Et donc j'arrive sur le plateau, et il commence à me bombarder de questions hyper précises. Alors en même temps, je suis Premier ministre, je ne peux pas le dire. Alors sur, est-ce que ça va être revalorisé, de combien, à quelle date, est-ce que ça concernera telle catégorie? Bon. Et assez vite, je dis, écoutez, là-dessus, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est 1,7 dans la hauteur de 80% du plafond. Franchement, je ne sais pas. Ce n'est pas très grave, j'ai toute l'administration française derrière moi. Je vous promets, on fait une pause, et après la pause, je vous dirai exactement le chiffre. Parce que n'importe qui peut prendre son smartphone et regarder la solution. Donc je lui dis, je ne sais pas. Et puis, il en prend acte. On passe à un autre sujet. C'est pareil, il me bombarde de questions hyper précises. Et parfois, je lui dis, je ne sais pas. Bon. Et je sors du plateau et il me dit, vous savez ce que vous avez fait là? Dire que vous ne savez pas. C'est vachement bien. Je lui dis, j'ai toujours fait ça. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai appris à faire semblant de savoir quand j'ai fait mes études. Vraiment, j'ai bien appris. J'ai été très bien sélectionné là-dessus. Mais maintenant, quand je ne sais pas, je le dis.
Il me dit, vous avez raison, c'est vachement bien. 1 heure après que je suis sorti du plateau, il y a un petit truc sur Brut, un montage, très bien fait d'ailleurs, assez marrant je dois dire, enfin surtout marrant quand on m'aime pas, parce que quand on aime bien c'est plus dur, qui prend tous les moments où je dis je sais pas, et qui les met en pam pam pam. Et en je sais pas, peut-être à peine une journée, il y a 1 million de vues. Et je commence à voir les gens qui me disent, le problème c'est que le Premier ministre il n'est pas très bon, techniquement. À moi, pas très bon techniquement. Non mais bon, donc je dis je sais pas, et je peux vous dire que ça me coûte cher. Ça me coûte très très cher. Ça me coûte du capital politique, ça me coûte de la confiance, ça me coûte de l'assurance, ça me coûte très très cher. Très bien. Et puis vous avez le deuxième exercice pendant l'épidémie, où je dis de façon directe en face caméra, je sais pas. Je vais vous dire ce que je sais pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Quelques trucs qu'on sait, qu'on pense savoir. Et d'ailleurs, même quand on pensait les savoir, parfois on se trompe. Mais enfin, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et on va regarder et on va se dire ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas quel est l'effet. Et là, le je ne sais pas, qui était vu comme une affreuse limite en 2017, et qui m'avait conduit, après 2017, à surbosser absolument toute expression publique pour être certain d'avoir sur le bout des doigts et sur le dernier poil de caramel tout ce que je savais sur tous les sujets. Et bien là, le je sais pas de limite devient vertu. Mais c'est le même. Il n'y en a pas un qui est honteux et l'autre qui est vertueux. C'est le même. Pourquoi est-ce que dans un moment il passe bien et l'autre, j'en sais rien. Mais c'est le même. Il y a plein de sujets sur lesquels on ne sait pas. Et il y a plein de sujets sur lesquels on hésite. Et c'est pas très grave. C'est la vie. Et moi, j'ai toujours pensé que le fait de dire qu'on ne savait pas ou qu'on hésitait sur un sujet ne vous fragilisez pas, mais au contraire, renforcez la conviction que vous pouvez avoir ou la certitude que vous pouvez avoir sur quelque chose. Quand je sais un truc, je le dis. Quand je pense, il y a le domaine de la conviction, il y a le domaine de la vérité technique. C'est 2 éléments différents. Enfin, il n'est pas anormal de pouvoir dire ça. Alors, quand est-ce qu'on fait le départ entre la vertu et la limite ? Je ne sais pas. Non, moi non plus, mais je sens bien que ce sont 2 choses différentes. Et on est victime, là, d'une certaine manière, de la qualité de séries comme The West Wing, où ils savent tout sur tout. Absolument. Le premier épisode que nous avons vu, il y a Toby qui est dans un avion. On lui dit « éteignez votre téléphone ». Il répond « non, je suis dans un Lockheed 22, c'est pas mon petit appareil qui va tout interrompre ». Ils savent tout, oui. Tout le temps. Alors, c'est vrai. C'est absolument vrai. Ils savent tout, et ils savent même un nombre de choses qui est extravagant. Mais ça aussi, je pense que, alors j'ai jamais lu ça chez Sorkin, donc je ne sais pas si ça correspond. Mais je suis assez convaincu qu'il a voulu montrer, parce qu'il veut montrer une série dans laquelle les gens veulent faire le bien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas cyniques parfois, mais ils sont clairement tous animés par des intentions qui sont pures, même quand ils ne sont pas d'accord. Ils sont animés par des intentions qui sont pures. C'est le credo, c'est-à-dire le principe de la série. Et je pense qu'il a voulu, à mon avis, parce que ça se retrouve dans d'autres séries où il veut décrire des choses, il a voulu montrer que le pouvoir reposait sur le savoir. Oui, et clair. que la connaissance des faits était un élément indispensable de la prise de décision éclairée, même quand elle était difficile, même quand elle était parfois cynique, même quand elle était parfois imparfaite, mais qu'elle reposait non pas simplement sur la conviction, non pas simplement sur une présentation des faits avantageuse, mais véritablement sur des éléments. Voilà. Et c'est pas rien. C'est un pari politique qui est extrêmement puissant, parce que la vérité oblige à reconnaître que dans le débat public aujourd'hui, les faits, les chiffres ont une place qui est devenue accessoire. On l'a vu avec les post-vérités de Trump, mais sans aller jusque-là. On le voit même dans notre débat public aujourd'hui. La capacité qu'on a à se nourrir de faits est infiniment réduite par rapport à la place qu'ont pris les processus d'éditorialisation, de sincérité, on ne va pas discuter des chiffres puisqu'on peut leur faire dire n'importe quoi. Ah bah oui, donc n'en parlons plus. Et donc on va parler de quoi ? D'impression ? De conviction, de sincérité ? C'est terrifiant. Qu'est-ce que c'est ça ? La régie qui fait des tests, peut-être ?
Oui, tout à fait. Et là où c'est très fort, c'est quand dans une série, on crédite un ennemi de cette qualité-là. C'est le cas dans West Wing, dans l'extrait que vous avez voulu voir, qui est celui dans lequel le candidat républicain, qui est donc Vateretro Satanas, l'ennemi du héros de la série, qui est un président démocrate, se trouve acculé devant une centrale nucléaire en danger, puisque le cœur du réacteur commence à... Oui, allez-y. Je ne suis pas d'accord avec votre présentation. Ah ben alors allez-y. Non, c'est accident nucléaire. Le président, le candidat républicain, qui forcément c'est le mal, puisque la série est assez largement démocrate. Sauf que ils ont fait un candidat qui est extraordinaire. Le type est sympa, il est intelligent, il est charismatique. Ils ont voulu justement montrer que donc candidat républicain extraordinaire, californien, pro-nucléaire, accident nucléaire, grave. Après l'accident du nucléaire, le candidat républicain qui a favorisé le développement du nucléaire dans son État plonge dans les sondages et se voit très fortement critiqué. Et il a cette espèce d'intuition. Il ne se trouve pas acculé. C'est lui qui choisit d'y aller. À vrai dire, je pensais à la journaliste quand je disais ça. Oui. J'avais tort, j'ai déplacé. Oui. Il décide d'aller devant le site, maintenant que les choses sont devenues normales et ne sont plus dangereuses. Il décide d'aller devant le site et il fait le choix et l'intuition, non pas de formuler le message hyper convaincant en 27 secondes pour que ça tourne sur les réseaux, pour que ça tourne dans les médias, mais il fait le choix, ce que j'appelle de fatiguer la laitue, c'est-à-dire d'être là et de prendre toutes les questions. Et pas pendant 20 minutes, aussi longtemps qu'il y a des questions. Et il épuise les questions. Littéralement, il épuise les questions pour faire en sorte que le sujet s'arrête. C'est un choix tactique en politique ou en communication qui est vachement intéressant et qui est très très bien montré parce qu'on voit le... Voilà. Oui, tout à fait. Jusqu'au moment où il tombe sur un os, en fait. C'est ce moment-là qu'on va voir. C'est tout à fait. Donc, une fois que la laitue est fatiguée, c'est peut-être le candidat qui va l'être, là. I just finished a complete inspection tour of the facility, and I'm here to report to the Maybe not. California that the cleanup is ahead of schedule, and radiation levels in and around the plant are back to normal. Do you think it's safe to live near this plant? Yes, I do. I just spent 2 hours inside the plant, so I'm convinced it's safe. Completely safe. Obviously, I never should have said that nuclear power is completely safe. I said that in the heat of a debate. Nothing is completely safe. We're never going to figure out how to make driving a car completely safe. But Californians are still going to do it every day. Living near a nuclear power plant is a lot safer than driving a car. The top priority in every nuclear power plant has to be safety. This is one area where I think we need more federal regulation and more strictly enforced safety standards. Are you blaming the Bartlett administration for failing to Not blaming enforce... anyone. President Bartlett did everything he could within current law to maintain safety at these plants. When I'm president, I'm going to strengthen those safety regulations. That wasn't your position when this plant was being built. You wrote several letters to the Nuclear Regulatory Commission urging them to expedite the approval of this plant. Yes, I did. And in one of those letters, you complained the project was being delayed because of what you called burdensome regulation. I was very eager to make sure that California had an adequate supply of low-cost electricity. You know, the governor and most of the state's congressional delegation supported the building of the But plant. no one pushed harder than you did, Senator. I don't do anything half-heartedly. So you no longer think regulation of nuclear power plants is burdensome? No, Do you regret saying it was? I wouldn't write that letter today. Do you regret it? That was 25 years ago. We've all learned a lot since then. Do you regret writing the letter, Senator? Yes. Next question. Les questions se multiplient, et puis les journalistes s'épuisent, et on voit Josh et Toby qui constatent qu'en réalité, le type, il est en train de mettre le problème derrière lui, et qu'il est en train de remonter sur le cheval, par ce choix de dire la vérité, enfin, de dire en tout cas les choses telles qu'il les a vécues et telles qu'il les pense. Et ça, c'est vraiment ça, c'est un truc extraordinaire. Il n'est pas totalement impossible que cette couche-là de sédimentation, dans ma mémoire, elle m'ait été utile à un ou deux moments.
Nous avons un dernier extrait, et c'est presque un extrait théorique, en fait, d'une certaine manière. Hein. Donc, vous avez voulu Chaos is a Ladder, effectivement, on trouve sur YouTube, on a cherché, et c'est une position qui est une position de théorie, ça pourrait se trouver dans Machiavel, quoi. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la théorie politique de fond dans la conceptualisation. Je vous propose qu'on le voit d'abord. Peut-être vous nous retracez un petit peu le... La scène est un échange entre, je ne sais plus du tout dans quelle saison c'est, peut-être la 3e, enfin j'en sais rien. Mais c'est un échange entre deux conseillers. Puisque dans Game of Thrones, il y a les rois, il y a les gens qui veulent le devenir, il y a les conseillers, il y a les religieux, enfin il y a tout l'écosystème du pouvoir, que ce soit depuis l'Empire romain jusqu'à la guerre des Roses. C'est une espèce de mélange assez extraordinaire, je dois dire, de tous les mythes politiques et de toutes les époques politiques, d'une certaine façon. Et donc là, c'est un échange entre deux conseillers particulièrement retors qui ont fait des choix différents. 1,000 blades, taken from the hands of Aegon's fallen enemies, forged in the fiery breath of Balerion the Dread. There aren't 1,000 blades. There aren't even 200. I've counted. I'm sure you have. Ugly old thing. Yet it has a certain appeal. The Lysa Arryn of Chairs. Shame you had to settle for your second choice. Early days, my friend. It is flattering. Really? You feeling such dread at the prospect of me getting what I want? Thwarting you has never been my primary ambition, I promise you. Although who doesn't like to see their friends fail now and then? You're so right. For instance, when I thwarted your plan to give Sansa Stark to the Tyrells, I'm going to be honest, I did feel an unmistakable sense of enjoyment there. But your confidant, the one who fed you information about my plans, the one you swore to protect, you didn't bring her any enjoyment. And she didn't bring me any enjoyment. She was a bad investment on my part. Luckily, I have a friend who wants to try something new, something daring. And he was so grateful to me for providing this fresh experience. I did what I did for the good of the realm. The realm? Do you know what the realm is? It's the 1,000 blades of Aegon's enemies. A story we agreed to tell each other over and over till we forget that it's a lie. But what do we have left once we abandon the lie? Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Many who try to climb it fail, and never get to try again. The fall breaks them. And some are given a chance to climb, but they refuse. They cling to the realm, or the gods, or love. Illusions. D'abord, c'est pas moi qui ai choisi cet extrait, c'est mon fils. Parce que il a regardé la série aussi. Et un jour, mon deuxième fils, il a regardé la série. Et un jour, on parlait de, je ne sais plus pourquoi, on parlait de la théorie du chaos. Vous savez, ce mouvement infime des ailes de papillon qui peut permettre de déclencher un mouvement massif à l'autre bout de la Terre. Et on parlait de cette théorie du chaos. Et il me dit, et il me cite en anglais, Chaos is a ladder. Je dis, mais tu sors ça d'où? J'avais pas du tout, j'avais vu la scène, mais je me disais, tu sors ça d'où? Il me dit, mais si, tu sais, c'est Game of Thrones. Ah oui. Et donc je regarde la scène avec lui, et je me rends compte qu'en effet,
dans cette scène, alors c'est un peu compliqué parce qu'ils font référence à tellement de trucs qui sont en train de se passer dans la série que quand on la regarde comme ça à froid ou qu'on ne l'a pas vue, je reconnais que ça peut être un peu déroutant. Mais le niveau en fait, en quelques secondes, et par cette expression chaos is a ladder, on décrit quasiment 6 saisons ou 7 saisons du personnage qui est en train de parler. C'est-à-dire toute sa philosophie en une formule. C'est comme ça qu'il agit. Et ça résume une bonne partie de la série, parce qu'en effet, on voit bien les personnages qui s'affrontent dans une forme de chaos, et certains refusent d'y aller, d'autres essaient d'y aller et échouent. Je trouve que c'est d'abord techniquement, c'est remarquablement fait, vraiment remarquablement fait, et ensuite, ça montre une façon de regarder le chaos, enfin deux façons de regarder le chaos, qui sont très constitutives d'orientation politique. Soit cette espèce de puits dans lequel tout sombre, soit cet, au fond, moment d'opportunité exceptionnel qui permet à certains de gagner des choses. Et quand on y songe, dans les périodes de chaos, dans toutes les périodes de chaos historiques, on a ça. Ceux qui y voient l'effondrement d'institutions, de certitudes, de positions, et ceux qui y voient le moment incroyable de percer, d'audace peut-être. Je ne suis pas du tout un adepte du chaos, ou un volontaire du chaos, je suis plutôt un homme d'ordre, mais je constate qu'en très peu de mots, il raconte des choses qu'on a vues, par exemple, dans l'histoire de France. Je veux dire, une des choses fascinantes avec la Révolution française, c'est qu'elle est, d'une certaine façon, une période de chaos, où l'ordre ancien s'écroule, s'effondre, et où certaines personnes qui partent de nulle part, mais qui ont cette audace, cette puissance, vont progresser de façon complètement exceptionnelle. Et voilà comment, dans une période de chaos, ou de quasi-chaos, le père d'Alexandre Dumas devient général 4 étoiles, et devient le seul officier français de couleur à ce niveau de responsabilité de l'histoire française avant au moins la Première Guerre mondiale et probablement un peu après. Parce qu'il y a une période de chaos. C'est fascinant. Donc je trouve que ça dit beaucoup de choses sur l'histoire et sur les systèmes politiques, cette petite séquence. C'est vrai que ce qui est très frappant, c'est que ce que vous dites là, ça correspond à ce que Hartog appelle kairos, c'est-à-dire le fait de s'emparer de l'occasion. Et c'est étonnant parce que revoir cet extrait après 2 jours et demi de réflexion, ça correspond à ce que nous avons vu dans les différentes séries. C'est-à-dire les séries qui vont s'enfoncer dans le chaos et nous enfoncer dans le désespoir, et les séries qui vont essayer, à travers le chaos, de garder ce qu'un de nos intervenants, Paco Mtielma, appelle les fictions de l'aube. C'est-à-dire que peut-être il y a encore quelque chose à faire. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Mais on voit aussi le chemin parcouru en 10 ans, quand même. La façon dont ces discours très intenses sur le plan intellectuel est géré frontalement. Il n'y a rien qui dérange. On est proche des personnages. Et donc, on est dans l'empathie avec eux. Là où, sur des séries plus récentes, il y a forcément les médias, il y a forcément d'autres choses qui viennent interférer dans le discours des personnages qui sont centraux. Alors, avant de vous passer la parole au public, je voulais vous poser une dernière question. Alors, vous savez laquelle? Vous écrivez en ce moment? Ah, oui, mais bon, on est dans une bibliothèque et puis je vais vous dire, c'est pas ça, c'était pas notre contrat. Nous, on était sur que faites-vous, homme politique, des séries. Donc là, ça va être l'inverse. Oui, ou bien non, pas l'inverse. Vous êtes homme politique et vous allez intervenir dans l'écriture d'une série tirée de votre roman Les Hommes de l'ombre. Dans l'ombre. Non, Les Hommes de l'ombre, c'est une série. Elle est déjà faite. Elle est déjà faite, bon. Elle n'est pas géniale. Non. Et je ne suis pas sûr qu'on fera mieux d'ailleurs, mais on va essayer quand même. On s'est lancé avec mon co-auteur Gilles et avec une petite équipe de scénaristes dans l'écriture d'une série de 6 épisodes, 6 x 52, qui est une adaptation assez libre du 2e roman que j'ai publié qui s'appelle Dans l'ombre. Et donc j'essaie d'écrire une série. Alors évidemment, en avoir vu beaucoup aide peut-être, mais la vérité c'est que l'écriture d'une série, la technique d'écriture d'une série
est un exercice qui n'a pas grand-chose à voir avec la technique d'écriture d'un roman, ou d'un livre, ou d'un discours. Et c'est vraiment pas simple, parce que ça demande une méthode, une capacité à découper, une capacité à la fois à la synthèse pour dire beaucoup de choses en peu de mots, et puis ça demande une écriture qui est une écriture pour l'image. Pour vous donner un exemple, lorsque vous écrivez un roman et que vous décrivez par exemple cette scène-là, celle que nous vivons en ce moment, si vous avez envie d'écrire cette scène, vous avez 1000 façons de l'écrire. Vous pouvez choisir de focaliser sur un détail, par exemple le pull vert de Fabienne Delafosse, en disant que vous êtes obsédé par ce pull vert, et ensuite toute la description de la scène part du pull vert de Fabienne Delafosse. Ou vous pouvez décrire exactement de façon, j'allais dire, vue d'en haut, tout ce qui se passe, ou à travers les yeux du personnage ou de quelqu'un d'autre qui voit le personnage. Vous pouvez passer trois lignes sur la description du lieu ou 60 pages. Vous avez toute cette licence-là. Quand vous l'écrivez pour le cinéma, vous avez d'autres licences, mais pas celle-là. Vous devez voir à quoi la salle correspond, combien il y a de personnes dedans. Vous devez vous poser des questions que vous ne vous posez pas quand vous écrivez un roman. Et réciproquement. Donc ça n'est pas la même technique, ça n'est pas les mêmes questions qu'on se pose, ça n'est pas les mêmes méthodes de construction. Et donc évidemment c'est un plaisir considérable parce que c'est un plaisir d'apprentissage. Moi je suis en train d'apprendre avec d'autres, heureusement ils savent beaucoup mieux faire que moi, ce que c'est que d'écrire vraiment une série, de faire vivre des personnages, d'avoir un certain nombre de moments où hop, on se demande ce qui va se passer pour bien relancer la machine. Voilà. Alors on est encore dans le processus d'écriture. On espère pouvoir avoir terminé l'écriture en 2022, c'est l'objectif. Et si on a terminé l'écriture en 2022, on devrait pouvoir avoir un tournage quelque part entre la fin 22 et le début 23. On l'espère. On espère que, au fond, on va retrouver un peu de toutes les... Non pas du tout qu'on voudrait les reproduire, mais qu'on va retrouver tout ce qu'on aime dans les séries, c'est-à-dire une forme de jouissance de la formule bien sentie, parce que les séries permettent ça, et puis de crédibilité des personnages. De crédibilité du... C'est difficile de parler, de montrer à l'écran le monde politique. Quand vous regardez le nombre de films qui parlent vraiment du monde politique, qui sont vraiment bien faits, enfin vraiment bien faits, ça peut être des bons films, mais qui décrivent la réalité telle que, en tout cas, moi je la vois, ou je la connais, ou je la vis, il n'y en a pas tant que ça. Et on aimerait bien être dans ce registre du crédible et du vrai. Et vous qui avez l'habitude d'écrire souvent à deux, avec Gilles Boyer, là vous vous trouvez avec une équipe plus nombreuse. Oui. C'est un plaisir, c'est difficile. C'est-à-dire que j'aime bien écrire tout seul, oui. Et j'aime bien écrire avec Gilles Boyer. Je ne suis pas sûr d'aimer écrire à deux. D'accord. J'aime bien écrire avec quelqu'un que je connais, avec qui on a une relation qui nous permet d'écrire ensemble. Je ne suis pas sûr que j'aimerais écrire avec quelqu'un d'autre que Gilles. Là, on écrit à 4, 4 voire 5. C'est un style différent. En même temps, la technique d'écriture impose une forme de cohérence qui vient d'en haut, et ensuite on peut couper en scène, on doit couper en scène. Vous avez fait les arches déjà, j'imagine. Oui, on en est là, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc du coup, c'est une enfin, je veux dire, l'exercice se prête à l'écriture en commun, beaucoup plus que le roman, je crois. Ou même que le cinéma. Enfin, bon. Peut-être même plus que le cinéma. Ouais. Et quand je vous ai vu à Série Mania il y a 2 mois, je vous avais posé la question sur qu'est-ce que vous écriviez dans cette série, et vous m'avez répondu les dialogues politiques quand même, parce que c'est spécifique, et c'est vrai. Je veux dire, c'est aussi spécifique que des dialogues médicaux. Donc c'est ce que vous faites là. Oui. Alors, moi, on n'est pas encore au dialogué. On termine les 20-25 pages par épisode, et ensuite on passera au dialogue avec le découpage par scène. Mais oui, nous, on a très très envie avec Gilles de nous concentrer sur les dialogues politiques. Oui, mais vous connaissez. Pas seulement, mais parce que oui, on a quelques souvenirs. Oui. On va attendre votre Chaos is the Ladder, votre version. Ouais. Si j'arrive à en trouver une aussi bonne que celle-là, je serai content. On le souhaite. Je suis sûre qu'il y a des questions dans le public. Quelqu'un va vous faire passer un micro. Est-ce qu'on peut juste rajouter de la lumière sur le public, maintenant qu'on n'a plus d'extrait, de manière à ce que
D'accord. Bonjour, le personnel politique a souvent mauvaise presse en France, enfin, et pas seulement en France d'ailleurs. À votre avis... Où êtes-vous, pardon? Oui. D'accord, merci. Oui, tout va bien. Quelle serait pour vous la meilleure série à regarder qui pourrait redorer le blason des hommes et femmes politiques? Je sais que c'est compliqué, que souvent le cynisme, par exemple, empêche de comprendre la complexité des choses. Mais à votre avis, quelle serait la meilleure série ou les meilleures séries? Écoutez, ça vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas qu'une série... Enfin bon, la série où on voit les gens, probablement les mieux intentionnés et les plus compétents et qui ressemblent à des hommes ou à des femmes politiques qu'on aimerait avoir, c'est probablement The West Wing, sans doute. En tout cas, elle donne une forme de... Elle ne plombe pas le moral, elle donne sans doute une forme d'espoir. Voilà, mais je ne suis pas sûr que ce soit du ressort de la série en même temps. Et puis vous voyez, quand je regarde, par exemple, vous avez raison, les hommes politiques, enfin, les responsables politiques, parce que les femmes aussi, d'une certaine façon, n'ont pas une formidable presse, les journalistes non plus. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'on se tire la bourre, si vous me passez l'expression, en matière de mauvaise réputation. Et ben, il y a de très bonnes séries qui montrent à la fois la difficulté du métier et parfois les dangers du métier. Je pense à cette autre série qu'avait fait Sorkin. The Newsroom. The Newsroom, formidable The Newsroom. Oui. Bon, qui montre à la fois pourquoi c'est difficile, pourquoi on peut se tromper, pourquoi est-ce que quand même il y a des gens qui veulent faire leur boulot très bien. Est-ce que ça redore le blason? Est-ce qu'une série peut redorer le blason? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif d'ailleurs. L'important c'est qu'elle soit belle et intelligente. Il ne faut pas lui en demander trop. Je ne suis pas sûr que si vous montrez West Wing au poujadiste le plus énervé, après West Wing, il va se dire, il va avoir son épiphanie. Je ne crois pas, non. Ça me paraît incertain. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. En revanche, si on est déjà un peu convaincu, ça peut faire du bien. Peut-être. Ça peut se dire, bon, attends, c'est Rotten World, tout est pourri, mais peut-être qu'on peut essayer de garder un petit espoir. Ouais. Une ou deux questions maximum, parce que monsieur le maire a des obligations. Il y en a une là-bas. Alors, parmi toutes les séries que vous avez regardées, quel est le personnage auquel vous vous identifiez le plus? J'ai pas osé. Que vous admirez le plus, peut-être, c'est peut-être les deux mêmes, ou peut-être ils sont différents. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que c'est dans The West Wing? Est-ce que c'est le président Bartlett? Est-ce que c'est Josh? Ou quelqu'un d'autre? Ou pas forcément une série politique, d'ailleurs? C'est une bonne question, mais alors... j'ai jamais réfléchi, donc... Je vois assez bien ceux à qui j'aimerais pas du tout ressembler. Ça, je vois bien. Je sais pas trop encore. Peut-être que tout à l'heure, j'aurai une réponse.